Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et experte en prise de parole en public. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix pour lui donner de la visibilité. Vous avez été plus de 350 participantes pour la première édition du sommet âme d'entrepreneuse. Bonne nouvelle, la deuxième édition aura lieu du 9 au 13 février 2026 et je vous invite dès à présent à noter l'événement dans vos agendas. Le format change et je vous propose 5 jours d'ateliers, de conférences, de parcours inspirants pour vous permettre, vous aussi, de vous remettre en priorité dans votre vie, de retrouver un équilibre pro-perso et de découvrir des clés concrètes que vous allez pouvoir appliquer dans votre quotidien. Je vous assure que les intervenantes que je vous ai trouvées sont des vraies pépites et c'est un vrai bonheur pour moi d'organiser un événement de cette envergure et j'espère vraiment que vous allez pouvoir apprécier cet événement. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Mon invité du jour est auteure à succès, coach en Ikigai. Passionnée par le potentiel humain, elle aide celles et ceux qui cherchent à redonner du sens à leur vie, à identifier leur mission profonde, leur talent et ce qui les fait vibrer au quotidien. À travers ses livres, ses ateliers et son approche à la fois bienveillante et structurante, elle invite chacun à se reconnecter à sa véritable nature pour créer une vie alignée, joyeuse et pleine d'élan. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Marie-Lise Trécourt. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Anne-Sylvie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi, je suis ravie. Alors, aujourd'hui, pour les personnes qui nous retrouvent, donc mon invité est une personne que j'ai rencontrée cet été lors d'un congrès et il y a eu un coup de cœur amical vraiment et j'ai voulu vous partager son histoire parce qu'elle a un parcours incroyable. Donc, ça va être l'occasion pour moi aussi d'aller redécouvrir un petit peu son histoire. Et avant de démarrer, ce que j'aimerais, Marie-Lise, c'est que tu me dises, puisque l'objectif de ce podcast, c'est deviens artiste de ta vie, quel genre de petite fille étais-tu? Est-ce que tu avais des grands rêves? Je voulais devenir, je voulais écrire. Déjà quand j'étais petite, déjà j'écrivais quand j'étais petite. J'écrivais des poèmes, je participais même à un concours de poèmes, j'étais en CM1 je crois. J'écrivais des histoires, que je ne finissais pas généralement parce que j'avais souvent d'autres envies. Donc j'étais une petite fille créative qui lisait beaucoup et qui écrivait beaucoup aussi. Alors, petite crie créative, est-ce que tu étais bonne élève? Parce que ça, c'est important aussi. Tu sais, il y a des personnes qui pensent qu'on arrive à un objectif, qu'on réussit sa vie, entre guillemets, si on peut dire réussir sa vie, parce qu'on a eu voilà, un bon cursus, mais ça ne veut strictement rien dire. Ça dépend pas des notes et ça dépend pas de l'école. Donc, quel genre d'élève étais-tu? J'étais une élève très studieuse, j'avais des bonnes notes dans les matières littéraires. Beaucoup moins dans les matières scientifiques, c'est vraiment pas mon truc. Mais pour autant, tu vois, j'ai pas eu des notes de dingue au bac de français. Je crois que j'étais, 12-14, quelque chose de bon, pas terrible. Ça ne m'a pas empêché d'écrire des livres derrière, mais voilà, c'était pas merveilleux non plus, hein. Alors justement, tu parles d'écrire des livres. Est-ce que c'est quelque chose, tu m'expliquais que cette passion, elle était née dès l'enfance. Est-ce que c'est quelque chose que tu as continué pendant ta scolarité? Et est-ce qu'avant de devenir auteure et écrivaine, tu as eu une vie de salariée ou d'entrepreneuse avant d'aller vraiment, j'allais dire, épouser, embrasser cette passion? Alors j'ai écrit jusqu'au bac. Je me rappelle, j'étais en terminale, j'écrivais encore des petites histoires abracadabrantes sur la Révolution, bref, pas très intéressant. Et ensuite, les études et ensuite, la vie de famille. Donc j'ai arrêté quand même pendant un bon moment, jusqu'à ce que je déménage dans la ville où j'habite aujourd'hui. Et là, j'ai repris contact avec l'écriture puisque la médiathèque organisait un concours d'écriture auquel j'ai participé. Et j'ai oublié la deuxième partie de ta question. En fait, c'est savoir si tu avais eu une vie de salariée ou d'entrepreneuse avant de te lancer pleinement dans l'écriture à temps plein. Complètement. Donc j'ai suivi des études de communication. Au début, je voulais être journaliste et puis finalement, ça a évolué vers la communication d'entreprise.
Donc oui, je suis rentrée dans une entreprise, une société d'assurance, dans laquelle je travaillais comme chargée de communication interne. Donc je m'occupais de la communication au sein de l'entreprise. Donc j'écrivais des articles, j'écrivais sur ce qu'on appelait l'intranet. Voilà, j'écrivais Oui, c'est sur les vrai. médias internes de l'entreprise. Pendant presque 20 ans, je suis restée dans cette entreprise. Alors justement, comment ça t'a amené et quel a été ton déclic pour qu'à un moment donné, tu te dises: «J'ai vraiment envie d'écrire à temps plein et de te nourrir de tout ça» et te dire: C'est les retours des personnes qui lisaient tes livres? Comment ça s'est passé, pour que toi tu aies envie? Est-ce que déjà en parallèle de l'entreprise, tu continuais d'écrire? Alors déjà, comme je te disais, quand j'ai déménagé dans cette ville, j'ai participé à un concours d'écriture. Alors je ne me rappelle plus en quelle année c'était. C'était ouais, Donc ça 2006. t'a redonné l'impulsion. Alors voilà, j'ai recommencé à écrire d'abord des concours de nouvelles. J'ai participé à des concours de nouvelles, c'était des nouvelles. Et certaines ont été primées. J'ai même gagné un voyage au Vietnam grâce à une de ces nouvelles. Donc je me suis dit, tiens, peut-être que je sais écrire, peut-être que ça vaut quelque chose. Et puis je faisais lire mes nouvelles à mes copines et elles me disaient, ouais, elles sont sympas tes nouvelles, mais c'est un peu court, on est frustrés, on veut savoir ce qui se passe en plus, tu devais écrire un roman. J'ai dit, vous êtes des grandes malades, tu me vois, moi, écrire un roman, je ne sais pas écrire un roman, moi. Mais quand même, la graine était plantée et le 1er janvier, c'est très précis, 1er janvier 2014, je me suis lancé un défi, je me suis dit, les chiches, tu vas écrire un roman. Donc, je me suis formée, j'ai acheté des bouquins, comment écrire un roman, j'ai suivi des formations en ligne. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc ça, c'était en parallèle, effectivement, de mon travail salarié. Alors justement, et je reviendrai sur le début de ma question, est-ce qu'à un moment donné, parce que tu as retrouvé l'élan, enfin tu l'avais déjà, mais ça a conforté de pouvoir retourner dans l'écriture ce concours. Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté ou ou tu t'es dit: «Je me forme et en même temps, quand je lance le truc, je me fais un challenge», mais est-ce que tu étais alignée en disant: «Je sens bien et j'y vais» ou je te pose la question volontairement parce que souvent, tu sais, quand on a une passion ou quelque chose qui nous anime, on a souvent cette petite voix qui nous dit mais qui essaye de nous empêcher d'aller de l'avant. Mais en fait, au début, tu vois, quand j'ai écrit chapitre 1 sur ce projet de premier roman, là, euh, je voulais l'écrire pour moi. J'ai pas pensé. Alors, oui, mes copines, voilà, ma bande de copines. C'est un peu comme si je faisais un gâteau à la maison, tu vois, je prépare mon gâteau. Au pire, bon, mes copines me diront, bon, il est pas terrible ton gâteau. Mais je voyais pas beaucoup plus loin que ça. Donc, je n'avais pas la petite voix, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. C'était, Mmh. voilà, les chiches, j'écris un bouquin, comme chiche, j'essaie de faire un opéra, tu sais, ce gâteau délicieux. Voilà, pour moi, il n'y avait pas tellement ça. Et puis, je me suis dit, on verra bien, quoi. J'essaye, je m'amuse, ça me plaît, donc on y va. Mais c'est super important ce que tu expliques parce qu'en fait, tu sais, souvent, je pense qu'il y a des personnes peut-être qui nous écoutent, qui ont envie de faire des choses et elles mettent un enjeu. Genre, je vais publier mon livre et en fait, ce que tu expliques, c'est que tu l'as fait pour toi et tu as commencé par un tout petit pas et ce tout petit pas a fait des petits t'a amené à faire autre chose. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que souvent, quand on veut faire des grandes choses, ben, on s'auto-sabote parce qu'on vise, je ne vais pas dire qu'on vise trop haut, mais on y met peut-être trop de choses alors qu'en fait, c'est juste la réalisation de quelque chose qui nous tient à cœur, en fait. C'est ça. Moi, ce que j'explique en coaching, c'est qu'il ne faut pas regarder le sommet de la montagne parce que on connaît pas, quand on voit le sommet de la montagne, on ne voit pas tous les chemins qu'il y a dans la montagne, on ne voit pas chaque caillou qu'il y a dans la montagne. Donc, pour arriver au sommet, de toute manière, il faudra prendre le premier petit sentier que tu ne connais pas encore. Et peut-être à partir de ce sentier-là, tu verras d'autres choses, et un chemin à gauche, un chemin à droite, qui va te faire évoluer différemment. Mais tu ne pourras jamais atteindre le sommet de la montagne avant de faire ce petit bout de chemin. Donc, commence un pas après l'autre. Et pour reprendre ça, tu vois, quand tu écris une nouvelle, alors moi, les nouvelles que j'écrivais, elles faisaient 4 pages à peu près. C'était la même chose. C'était un peu comme. Là, je crois que je convoquais vraiment la petite fille que j'étais. Viens, 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 on fait semblant. Viens, on s'amuse à écrire une histoire. Viens, voilà. C'était vraiment de cet ordre-là. C'était quelque chose de très ludique, en fait. Et tant que ça m'amusait, je continuais. Je ne me projetais pas vraiment très loin. Alors pourtant, c'est une habitude chez moi de me projeter. Mais là, c'était pour mettre un peu de paillettes dans ma vie, c'est rien de plus. Et j'aime beaucoup dans ce que tu expliques, c'est qu'en fait, pour les personnes qui auraient peut-être cette envie,
on peut commencer justement par une nouvelle. Tu sais, quand on dit écrire un livre, parce que je sais que on en reparlera après, mais c'est un, un challenge, un défi dont on a parlé, et que tu m'as lancé un petit peu quelque part. Et souvent, tu sais, on se dit, je vais voir grand, alors que dans ce que tu expliques, tu peux commencer par 4 pages, et c'est en écrivant, ça vient. C'est vraiment ça, et c'est important parce que, et même pour des personnes qui sont autour de moi, à qui je pense, qui se disent, mais mon histoire, alors ça aussi, je le rencontre moi quand j'accompagne les gens sur la prise de parole, qui pensent que leur histoire n'est pas intéressante, que tu peux faire des nouvelles, tu peux faire des autobiographies, tu peux faire des romans, tout ça, mais il y a plein de types différents. Mais déjà de se dire, je commence par quelque chose de tout petit, juste comme tu dis, 4 pages ou un petit truc qui. Parce qu'en fait, tu es peut-être pris au jeu aussi d'avoir envie de continuer l'histoire. Et je pense à ça, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai retrouvé ça dans mes archives. Avec une amie, on avait écrit un bouquin, on devait avoir 12, 13 ans, pendant l'été, et on passait, mais tous les jours, si on avait l'intrigue, alors on n'avait pas les techniques qu'il fallait, mais il y avait déjà cette appétence, et je trouve que c'est intéressant de dire, on peut commencer petit avec juste une histoire, une idée, une fantaisie, pourquoi pas. Alors, je vais revenir sur la question que je te posais. Donc, tu as commencé en parallèle de ton activité. Et quel a été vraiment ce déclic, hormis le concours qui t'a remis le pied à l'étrier pour l'écriture, de te dire à un moment donné, ouais, allez, et pourquoi pas? Comment ça s'est fait? Alors ça va te sembler peut-être, bon je pense que ça te choquera pas, mais ça va te sembler un peu ésotérique. Comme je te disais, la graine avait été plantée, mes amis m'avaient dit: «Ah oui, mais c'est trop court, tu devrais écrire des romans», et donc je les ai envoyés bouler gentiment, en disant: «Mais je ne suis pas capable d'écrire un roman, je ne suis pas une romancière». Et quand même, c'était dans un petit coin de ma tête, et ce 1er janvier, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en réunion de famille, et ma belle-sœur s'amusait régulièrement à nous tirer les cartes. Et moi, je ne prenais que ce qui m'arrangeait pas, j'oubliais immédiatement. Comme tout le monde, je pense. Comme tu Donc voilà, c'était vraiment un jeu pour moi. Et elle me tire des cartes et elle me dit que voilà, il y a quelque chose de créatif que je peux faire dans ma vie. Et elle voyait tous les voyants au vert, que ça allait m'apporter du succès, tout, plein. Alors, je pourrais pas te dire exactement tout, mais voilà, c'était positif. Et je crois que ça donnait du crédit à cette graine. Mm. Je pense que si j'en avais pas eu envie, je n'en aurais rien fait de ce tirage-là. Et c'est là, le soir même, ce 1er janvier-là, le soir même, j'ai allé, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'essaye et on verra bien. Donc le déclic, il était là. Il était aussi donc un peu plus tôt avec ses amis qui m'avaient incité à le faire. Et voilà, je crois que c'est là, et je crois que on se dit tout, hein. Je crois aussi, ou en tout cas j'aime croire, que ma grand-mère, qui était décédée quelque temps auparavant, m'a inspirée, guidée. Ça venait tellement facilement, je me disais peut-être, par manque de confiance en moi, que c'est elle qui m'a aidée à l'écrire, ce livre. Je ne sais pas. En plus, cette première histoire, donc ce roman s'appelait Au-delà des apparences, et il était publié chez HarperCollins. Bon, je vais un peu trop vite, mais voilà, il s'appelait comme ça. Il y avait une histoire, je ne peux pas trop en parler sinon je spoil. Il y avait une histoire un petit peu comme ça, surnaturelle, et je me suis toujours raconté cette histoire que ma grand-mère m'avait sans doute aidée. Et c'est important ce que tu dis, parce que souvent, tu sais, quand on a des moments de vie où on doute, on a ce soutien. Des fois, on ne sait pas d'où ça vient. Alors, comme tu dis, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis comme toi, j'ai cette perception, cette intuition, des signes, des synchronicités. C'est pas. En fait, je pense, pour moi, il y a rien d'ésotérique. C'est simplement d'être à l'écoute des Mm. signes, des opportunités qui se présentent. Il y a des personnes à qui on aurait dit la même chose, qui n'aurait peut-être rien fait, parce que c'était ton moment et parce que c'était l'instant. Alors après, je ne sais pas si ta belle-sœur, elle s'est reconvertie en tirage de cartes, mais s'il y a des personnes qui veulent l'adresse, vous me direz, mais non, non, je ris, mais c'est important parce qu'en fait, je pense que, tu sais, quand parfois on ose faire des choses parce que c'est midi à sa porte. Quelqu'un te parle de quelque chose il y a 3 jours ou dans 2 heures, ou si c'est pas aligné, ça ne fonctionnera pas, et ça, je trouve que c'est encore plus, ça me donne envie déjà de le lire, encore plus magique, ou encore Mm. plus et touchant de savoir qu'en fait, il y a aussi cette histoire de grand-mère en filigrane, parce que ça, c'est important. Et il y a beaucoup de personnes, quand on lit un livre, tu sais, ça vient nous toucher vraiment au cœur, et on se dit, waouh, mais elle parle de moi. Et en fait, non, je pense que c'est ça la vraie richesse d'un auteur, c'est d'être capable, en racontant une histoire, alors elle peut être autobiographique ou pas, mais d'aller toucher et embarquer les gens dans leur histoire. Et moi, je trouve ça génial dans ce que tu partages, parce que c'est une belle histoire. Et tu vois, je ne connaissais pas le tout début, mais je trouve ça génial. Alors, tu fais ce premier roman que tu publies, toi, Alors,
Mais Non, j'en veux alors voilà, je reviens rembobine un tout petit peu parce que je me lance dans l'écriture de ce roman après avoir lu, ah ces oui, guides tu ne publies classiques. pas, enfin qui était pas à l'origine à publier, c'était pour toi? Au début, voilà, c'était pour moi. Et en cherchant donc des formations, parce que bon, c'est quand même quelque chose d'écrire un livre, il y a une technique malgré tout. Je tombe sur un MOOC, ça s'appelait comme ça à l'époque, une Oui. formation en ligne, hein, une formation qui était gratuite, sur comment écrire un roman. C'était David Meulmans, qui est donc l'éditeur des Forges du Vulcain, c'est une maison d'édition, qui proposait ses vidéos toutes les semaines, je crois. Et donc, il expliquait comment écrire un roman, comment créer des personnages, intrigues, etc. Donc, moi, je suivais ça très religieusement et en parallèle de l'écriture de mon roman. Et à un moment donné, c'était donc ça, j'ai commencé à écrire, je crois que j'étais en février-mars, février peut-être. Ça devait être avril. Là, il dit qu'il y aura un concours, qu'on peut envoyer nos manuscrits donc à David notamment, et qu'il y aura un concours et que l'un des romans sera publié en papier. Et alors moi, bien sûr, bon, moi j'aime bien les défis, bon, Oui, bien et sûr. Tu as vraiment j'envoie un un truc message avec le concours, hein. Tu as vraiment un truc avec les concours. et j'envoie un message à mes amis en disant: «Là, il y a ce concours-là, mais bon, il faut le rendre avant le 1er juin et j'en suis au 1er tiers de mon roman. Je ne vais pas avoir le temps». Je travaillais toujours, j'étais salariée, j'avais mes 2 enfants qui n'étaient pas très grands. Bon, j'écrivais le soir, le week-end, les RTT, et cetera. Et les réponses de mes amis, elles m'ont dit: «Tu t'en fous, on s'en fout, t'écris la nuit s'il le faut, mais tu nous finis ce roman dans les temps». Donc j'ai fait ça. J'ai écrit très vite et comme je te disais, c'était très simple, très fluide à l'époque. Je me posais pas de questions, beaucoup moins qu'aujourd'hui peut-être même. Et donc fin mai, je mets le point final à ce roman et j'écris le mot fin encore 172 et maintenant ma petite habitude. Chaque fois que je finis un roman, j'écris fin en 172. Pourquoi 172? Ne me demande pas, mais c'est ça. C'est comme ça. Et je l'ai envoyé donc à David pour ce concours. C'était un concours qui était organisé en partenariat avec Librinova, qui est une plateforme d'auto-édition. Et je l'envoie en disant, bon, n'y crois pas, tu l'as écrit super vite, je l'avais à peine relu, c'était mon premier roman, il n'y avait aucune raison que ça marche, c'était pas possible. Et sur ces entrefaits, je m'envole, 15 jours après, je m'envole à Bali. C'était mon cadeau pour mes 40 ans. Et je m'envole là-dessus. C'est pas que j'oublie, mais enfin, j'y pense plus vraiment. Oui, tu Et le mets dans un coin. je reçois un message alors que j'étais à Bali dans un hôtel avec une très belle vue sur la forêt et qui passait du Bob Marley à l'époque. C'est important ces détails parce que j'écoutais beaucoup Bob Marley pendant ma phase d'écriture. Et donc je chantonne Bob Marley, je regarde les mails. Et là, un mail de David qui me dit que je fais partie des finalistes et me demande si je peux être à Paris dans 2 jours. Alors je dis, bah non, je suis à Bali, Oui. c'est pas possible. Et donc l'aventure a commencé comme ça. Alors au début, il me proposait un contrat en auto-édition, voilà, donc de l'édition numérique. Et moi en 2014, alors ça va vous sembler bête, hein, mais en 2014, moi je ne savais pas que les gens lisaient en numérique. Pour moi, ils ne lisaient qu'en papier. Lire sur une tablette, je trouvais ça très très bizarre. C'est Mais complet. c'était une occasion, une opportunité. Alors je me suis dit, allons-y. Et donc, mi-août, je crois, j'ai rendu mon manuscrit final et il était sur Amazon, à côté de Musso, de Lévy, de Laurent Gonnet, qui étaient les 3 auteurs qui m'avaient inspiré pour ce livre. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça, d'abord en auto-édition via Librinova. Et comme il s'est bizarrement, miraculeusement, on va dire, bien vendu, il y a un éditeur qui l'a repéré, qui a adoré le texte et qui l'a publié, c'était HarperCollins. Voilà, en résumé, c'est ça l'histoire. C'est chouette, hein, franchement, je trouve que c'est génial. En plus, tu vois, c'est souvent comme ça quand on a des choses qui nous tiennent à cœur, vraiment, si on focus dessus, ça, on a l'impression que ça avance pas. Et là, le fait que tu sois parti en voyage, c'est ton anniversaire, enfin voilà, tu mets le truc, tu le mets loin de ta tête, et hop, ça vit sa vie. Donc, comme quoi, tu vois, c'est ça aussi, cette notion d'alignement, c'est quand les choses, elles doivent arriver, elles arrivent. C'est ça. Quand Quand on est tu sur notre choisis. voie, il y a des opportunités, il y a des rencontres, il y a des choses. Tout se met magiquement sur ton chemin. Voilà, ça te prouve que tu es sur le bon chemin, en fait. Exactement. Alors justement, c'est parfois, tu sais, on dit oui, c'est parce que c'est fluide et quand c'est pas fluide, c'est que ça marche pas, que c'est. Et en fait, non, je pense que la vie, elle est bien faite. C'est quand parfois ça bloque, c'est pour justement te faire prendre une Mmh. bifurcation ou un carrefour. Alors il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais j'ai l'impression que tout m'arrive, donc je cumule les. Et non, parfois c'est simplement ça cumule parce qu'à un moment donné, il faut que tu te dises, je vais peut-être faire autrement. Donc ça Mmh. pourrait aider, mais c'est vraiment intéressant et je trouve ça chouette de se dire que quelque chose qui pour toi était juste pour tes proches, enfin, en tout cas déjà pour toi te dire
je suis capable d'avoir quelque chose d'un rendu final en main, d'avoir cette opportunité après d'en faire d'autres. Alors justement, dans tous ces, on reviendra sur la suite des événements par rapport à tes livres. Toi, dans ce parcours-là, c'est peut-être après que c'est arrivé, mais ça a été quoi ton plus gros challenge? Vraiment, en tant qu'autrice, en tant que toi, en tant que... Voilà. Depuis le début, à ce moment-là, quand j'ai commencé à éditer ou aujourd'hui? Depuis le début, et voilà, toi, dans toute ta carrière de maman, de coach, de salarié, aujourd'hui d'entrepreneuse, ça a été quoi ton plus gros challenge à relever? Euh, c'est de gérer les hauts et les bas. Parce qu'il y a des bas, clairement, même si je suis sur mon chemin et ça, j'en suis convaincue, il y a des bas, il y a des livres qui marchent mieux que d'autres. Il y a des difficultés, il y a des jours où j'ai moins envie d'écrire, il y a des jours où ça me fait mal au dos de rester 8 heures par jour sur mon clavier. Il y a des jours où mes enfants ils disent alors maintenant ils sont grands, hein, beaucoup moins, mais à l'époque, ils auraient voulu que je sois un peu plus présente. Et donc, les défis, c'est ça, c'est gérer les hauts, les bas. Il y a par moments, il y a des nouvelles merveilleuses qui m'arrivent, des propositions, voilà, des choses merveilleuses. Et puis, va savoir pourquoi. Un mois après, il n'y a plus rien, ou ça rame, ça n'avance pas. Et c'est là qu'on mesure, je pense, la force de caractère, c'est qu'il faut continuer. Il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut se remotiver, se remettre en selle. Et je crois que c'est ça le plus gros challenge. Tu vois, c'est intéressant ta question. Je crois que c'est ça, c'est continuer malgré tout ça. Et voilà, il y a des moments où tu perds espoir, tu perds confiance, tu te remets en cause. Ah ouais, c'est pas bien ce que je fais, il faudrait que je fasse autrement. Ça m'arrive, clairement, ça m'arrive. Et c'est important que les gens le sachent parce que tu vois, sur les réseaux sociaux, je vais pas forcément en parler parce que quand je vais mal, moi, ma stratégie, c'est pas de dire à tout le monde, c'est peut-être un peu de gérer ça avec moi-même. Et donc, ce que j'affiche sur les réseaux sociaux, c'est surtout les moments où je vais bien parce que quand je vais bien, j'ai envie d'en parler. C'est pas pour dissimuler, c'est juste voilà, ma façon de faire. Mais clairement, il y a des moments qui sont moins bons, moins enthousiasmants, où tu perds confiance. Et bien voilà, tu trouves des stratégies, tu repenses à tout ce qu'il y a de bien et que à ce moment-là, tu as occulté. Tu repenses à tous ces gens qui te disent ah mais j'aime bien vos bouquins et ils m'ont redonné de l'espoir. Voilà, tu repenses à tout le positif et tu arrêtes de focaliser sur le négatif. Et hop, ça repart. Et voilà, c'est cette capacité, c'est cette résilience finalement qu'il faut renforcer, qui est le plus gros challenge, je crois, depuis que j'écris. Merci beaucoup, Marie-Lise, pour ta transparence et ton authenticité. Et aussi, par rapport à ça, j'allais rebondir sur ce que tu viens d'expliquer. Est-ce qu'aussi, il y a tu sais, quand tu as un bouquin qui marche bien, c'est toujours aussi, je pense, pour un auteur compliqué de se dire, même si on ne te met pas la pression peut-être de cette façon-là, mais je dois faire aussi bien. Et je pense que, comme tu dis, quand il y a des ventes ou peut-être l'histoire qui interpelle peut-être moins le public, ça doit être pas simple de se dire, j'en ai fait un, qui est deux ou trois, hein, mais la barre, comment on jauge justement? Toi, comment tu jauges le curseur en fait? C'est compliqué parce que parfois il y a des livres qui résonnent beaucoup en moi parce qu'ils parlent de moi, ce ne sont pas des autobiographies ce que j'écris, mais qui vont toucher un point sensible en moi. Enfin, tous mes romans, malgré tout, parlent un peu de moi, de ce que je traverse, des émotions que je traverse, même si ce ne sont pas mes histoires. Mais voilà. Donc, il y en a certains auxquels je suis très attachée parce qu'ils ont une connotation particulière pour moi, une histoire aussi, l'histoire de l'histoire, voilà. Et parfois, ça n'a pas le succès que j'aurais espéré. Alors, ça reste honorable, mais voilà, pas autant que j'aurais espéré. Et là, oui, c'est compliqué. Tu vois, il faut vraiment arriver. Alors maintenant, après 15 romans, j'arrive à le faire, mais tu vois, la première fois que ça t'arrive, tu as l'impression de toi d'être rejeté. Ouais. Alors que c'est pas toi qu'on rejette, on ne connaît pas. C'est ton histoire qui peut-être, pour des raisons qui t'échappent, interpelle moins les gens. Et voilà, il faut vraiment dissocier ce que tu fais de ce que tu es. Ça, c'est un travail de longue haleine pour moi. Mais maintenant, voilà, je comprends que des personnes sur Amazon puissent ne pas aimer mon livre et le dire. Bon, moi, quand je n'aime pas, je le dis pas, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, je peux comprendre. Moi, il y a plein de livres que je commence et que je ne termine jamais. Donc, je peux comprendre qu'on n'aime pas tous les livres qu'on lit, c'est aucun souci. Mais voilà, arriver à dissocier ce que j'écris, ce que je donne aux gens et comprendre que peut-être ça n'est pas reçu de la même façon. Et c'est un travail. Oui, j'allais faire aussi le parallèle dans ce que tu expliques et merci, entre l'écriture que tu peux faire et aussi quand on est sur scène. Alors, je sais que tu fais aussi des conférences, mais c'est vrai quand tu as le côté artistique, quel que soit l'artiste, hein, ça peut être, je sais pas moi, fabriquer de l'artisanat ou autre, comme tu mets de toi dedans,
beh, c'est vrai que même si tu essayes d'avoir de la distance, quand tu es humoriste, tu vas mettre un personnage, beh, c'est toi quand quelque part, il y a une part de toi qui peut être blessée parce que les remarques sont pas forcément, très agréables. Moi, je me souviens de la première fois que j'ai fait du stand-up, j'ai une de mes amies qui m'a dit que j'étais beaucoup plus drôle en soirée. Ça aurait pu casser mon envie de monter sur scène, hein. Bon, je me suis accrochée malgré tout. C'est ça. Mais c'est important parce qu'en fait, les gens se rendent pas forcément compte qu'ils pensent que c'est bienveillant, mais ça peut être parfois un peu, pas forcément bien pris. Et justement, dans tout ton parcours, donc tu disais, aujourd'hui, tu as 15 romans à ton actif. Moi, je suis trop contente parce que j'en ai pris un cet été que tu m'as dédicacé. Et tu sais que pourtant, je suis pas, je veux pas dire que la patience, c'est pas ma plus grande qualité, mais je vais le mettre sous le sapin. Et Oh, comme c'est un roman qui parle de Noël, enfin la couverture, tout ça, ça m'a donné envie. Je me suis dit, j'ai commencé à regarder 3 pages. Je me suis dit, non, non, t'as dit que tu le gardais comme cadeau de Noël, donc je vais l'avoir sous le sapin et je suis vraiment contente de ça. Dans tout ce parcours riche, de quoi tu es le plus fière aujourd'hui, Marie-Lise? bah, peut-être de ce que je viens d'évoquer, de cette persévérance, parce que j'ai quand même un sujet, moi, avec l'échec. J'ai vraiment un sujet avec ça. En énéagramme, je suis d'un type qui, l'énéagramme, c'est étude des types de personnalité. J'ai un type qui a du mal avec l'échec. Et donc, ce que moi, je considère comme un échec, et la plupart du temps, il n'y a que moi qui le considère comme un échec, et ben voilà, se relever malgré tout, se relever encore et encore, continuer à y croire. Euh, je suis fière de ça. Et je suis fière aussi, même si, tu vois, c'est ta question qui m'est fait penser, mais même si je ne focalise pas là-dessus, je suis fière aussi d'avoir, je crois, ça ne va pas être très humble comme phrase, mais d'avoir allumé des lumières, des lanternes chez d'autres personnes aussi. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé avec moi ou que j'ai côtoyées, qui se sont mises à réaliser leurs rêves, alors soit dans l'écriture, soit ailleurs. Mais je sais que c'est le cas. Et voilà. En fait, mon chemin de vie, je crois, c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves comme j'ai réalisé le mien. Et je suis fière de ça. Je suis heureuse, pas fière, je suis heureuse de ça, d'avoir contribué à ça. Ça, c'est une grande joie. Et c'est essentiel ce que tu dis, et c'est même pour moi, si tu disais, en fait, c'est vraiment d'être consciente de ça. Parce qu'en fait, quand tu fais les choses, tu vois, c'est même pas une question d'humilité ou quoi. Au contraire, je trouve que c'est vraiment chouette de se dire que grâce à toi, il y a peut-être des gens qui se sont mis à écrire, il y a peut-être des gens qui ont changé de vie parce qu'ils ont décidé d'être cuisiniers, je ne sais pas. Et ça, c'est quelque chose qui s'explique pas. Moi, je me souviens la première fois que je suis montée sur scène, il y a quelqu'un que je connaissais de mes connaissances qui est venu me voir et moi, je vais le voir, tu sais, pour lui dire merci d'avoir été présent. Enfin, tu le sais, quand c'est ta première fois que tu fais quelque chose, c'est important que tu aies du soutien. Et cette personne me dit, non, merci à toi. Je vais merci de quoi? Mais d'avoir osé. Et en fait, aujourd'hui, alors à l'époque, il était salarié, il a quitté il a continué à bosser pendant un certain temps, mais tu sais, il adorait peindre. Et il s'est dit, ben, en te voyant sur scène, je me dis, mais pourquoi pas moi? Donc, il a commencé à bosser, à peindre, et aujourd'hui, il fait art-up. Il a carrément changé de carrière. Et c'est comme tu dis, je ne sais pas si j'ai pas forcément d'impact là-dessus, mais je pense que quand on s'autorise, et c'est aussi pour ça que j'ai appelé ce podcast Deviens artiste de ta vie, parce que quand on s'autorise, et c'est l'intention que j'ai avec cette émission, c'est si toi, d'autres l'ont fait, ben peut-être que quelqu'un se dit, mais moi, je peux aujourd'hui. Il y a rien à part nous, parce qu'on est notre propre frein et notre propre, comme ça, avec nos œillères là. Donc c'est important et merci beaucoup de ce partage parce que c'est vrai que c'est un message d'espoir aussi que j'avais envie de partager, tu vois? De personnes qui se disent: «Mais je peux pas» parce que dans leur contexte du moment, tu es salarié, tu as peut-être des enfants en études, toi tu disais tu avais les petits, mais aujourd'hui il y a des gens, ils ont peut-être envie de changer de vie, mais il y a près de la maison. Enfin, on peut s'inventer plein d'excuses qui sont parfois des vraies excuses, hein. Tu peux pas non plus, je dis pas qu'il faut tout changer du jour au lendemain, mais je trouve que l'image que tu donnes, c'est d'allumer des lumières dans le cœur des gens. Ben c'est génial parce qu'en fait, ça permet c'est pour ça que je parlais d'amener de l'espoir parce qu'en fait, les gens se disent: «Peut-être pas tout de suite, mais qu'est-ce que je vais faire?» Peut-être qu'il y a des gens qui vont lire tes livres. Si vous voulez, je vous mettrai toutes les informations, de Marie-Lise en commentaire, mais au moins, ça permet de se dire et d'aller voir aussi à la rencontre des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui vont t'envoyer un message ou te dire, mais est-ce que tu peux m'expliquer, c'était quoi ta formation? Est-ce que le MOOC existe encore? Enfin, et donc, merci pour ça, parce que c'est vraiment très, très précieux dans ton parcours. Alors, justement, aujourd'hui, tu en as 15 à ton actif. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter puisqu'on est là en fin d'année, pour l'année 2026? Est-ce que tu as encore des grands rêves? Est-ce que ça pétille autant que quand tu étais une petite fille qui commençait à écrire? Alors, juste avant de te répondre, je voudrais juste préciser une chose, c'est que tu vois, ces livres-là, je les ai écrits pour apporter, puisque ce sont des romans qui sont inspirés de développement personnel, hein, pour la plupart,
où l'héroïne souvent réalise son rêve d'ailleurs. Et ces romans-là, j'ai vu ce que ça provoquait chez les gens et ça m'a amené moi à devenir coach derrière. Et donc maintenant, je suis coach Ikigai. Donc Ikigai, c'est un outil, une philosophie qu'on utilise pour aider à mieux se connaître et à De savoir. trouver, voilà, trouver sa voie, trouver ce qui nous anime vraiment. Et donc aujourd'hui, je coach tout un tas de gens qui réalisent leurs rêves, en tout cas qui identifient leur activité idéale. Et ça, voilà, ça, c'est ça qui me nourrit aussi au quotidien. Et donc, ce qu'on pourrait me souhaiter aujourd'hui, c'est de continuer, en fait. Tu vois, rien de transcendant, mais de continuer à allumer mes petites lanternes chez les gens, à leur donner confiance en eux pour qu'ils identifient cette activité, mais surtout qu'ils identifient qui ils sont. Parce qu'à partir du moment où ils vont connaître qui ils sont, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Souvent, on se pose la question dans l'autre sens, qu'est-ce que je pourrais faire comme métier? Non, mais qui tu es? Qu'est-ce qui t'anime? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment? Et à partir de là, on va trouver ce que tu veux faire. Et voilà. Merci. Et dans ce que tu expliques, c'est super essentiel, c'est qu'en fait, cette notion d'ikigai, qui vient du Japon, nous, c'est vrai que c'est quelque chose, on parle souvent de mission de vie, les gens disent, ouais, c'est un petit peu, ça paraît complètement abstrait, alors qu'en fait, et c'est vrai que quand tu commences à réunir tout ce qui te fait vibrer voilà, où tu te poses même pas de questions, là, tu ouvres des portes et c'est vraiment, et je vous invite vraiment à aller contacter et connecter avec Marie-Lise parce qu'en fait, en plus, je trouve que la manière, moi, je t'ai vu sur scène te partager un petit peu ton histoire et aussi l'ikigai et comment tu amènes les choses. Tu as cette particularité, comme beaucoup, mais d'avoir marché le terrain. C'est-à-dire que tu en es arrivé à cette mission de coach parce que tu t'es rendu compte que ce que tu faisais, ça a amené justement cette lumière. Et il y a cette légitimité aussi qui est importante. Et pour des gens qui ne savent peut-être pas trop où aller, bah, voilà, ça permet de se dire, ok, bah, je sais, là, je suis sur les bons rails et ça va me permettre de pouvoir aller à la rencontre de moi-même parce que je pense que c'est la plus belle rencontre qu'on puisse faire, c'est voilà, de se reconnecter à soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, justement, est-ce que au-delà de faire du coaching pour l'ikigai, est-ce que tu accompagnes des gens dans l'écriture ou tu continues ton écriture toi pour toi? Ça m'arrive d'accompagner des personnes qui ont des projets de guide pratique. Là, j'accompagne une personne qui va même faire un jeu de cartes de réflexologie, une personne que j'ai rencontrée dans le train, complètement improbable, qui va donc sortir son coffret chez Très Daniel. Ça m'est arrivé, voilà, d'accompagner certaines personnes, ça reste à la marge. Voilà, je le fais vraiment, ça prend énormément de temps de faire ça et je manque de temps cruellement. Donc voilà, j'accompagne surtout des gens. J'anime des ateliers d'écriture en revanche, des ateliers d'écriture inspirantes pour que les gens se prouvent déjà eux-mêmes qu'ils savent écrire et puis pour les amener à réfléchir aussi à certaines choses, à prendre confiance en eux, voilà, autour de thématiques particulières. Oui, je voulais te dire autre chose, mais c'est sur un autre sujet. Bah, vas-y, dis-moi. Je voulais partager une belle histoire qui m'arrive en ce moment et qui est dans l'axe quand même de ce qu'on s'est dit, tu vois. Il y a s'écouter, être sur les bons rails, etc. Et il y a la projection. Il y a, tu vois, si on parle d'un autre sujet qui est la loi de l'attraction, euh, je pense vraiment que alors ça marche parce que je l'expérimente tous les jours. Mais j'aurais juste te partager une anecdote pour te dire à quel point c'est C'est puissant. puissant. Tu vois, tous les ans en décembre, donc je vais bientôt le faire, tous les ans en décembre, je note sur un carnet tout ce que je veux, alors le bilan de l'année et tout ce que je me souhaite pour l'année à venir. Et ça fait au moins 2 ans que je note que je veux organiser des retraites, des séminaires à l'étranger si possible, mais je ne veux pas l'organiser parce que c'est quand même un peu casse-pied. Bon, je pose ça et je me vois organiser, je me vois animer avec un groupe de femmes autour de thématiques, autour de l'ikigai, autour de la confiance en soi. Je me vois faire ça. Il y a la mer, je vois le paysage. Bref. Et bon, voilà, ça reste dans un coin de ma tête. Je ne fais rien de particulier pour aller dans ce sens-là. Et l'autre jour, j'ai été contactée par une agence de voyage qui organise des voyages spirituels et qui m'a demandé d'être l'une des animatrices, enfin, l'animatrice, moi j'ai l'une des, l'animatrice d'un des voyages. Et donc, elle me dit, bah, tu choisis, tu regardes toutes les destinations qu'on propose, tu choisis une destination. Donc Wow. là, c'était le drame parce que toutes les destinations magiques que tu peux imaginer étaient présentes sur ce site. Et donc, voilà, la destination qui s'imposait, c'était le Japon. Et donc, en octobre prochain, je vais accompagner un groupe au Japon pendant 14 jours.
Et là, tu es toute figée et je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Vas-y, continue ce que tu disais. Et au moment où tu parlais du Japon, ça a figé. Il se passe encore des choses ici, hein. Tu m'entends? Enfin, c'est étrange. Je ne t'entends plus, moi. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Normalement, tu m'entends. Oui? C'est bon. Vas-y, je vais refaire une coupe. C'est rien. T'as parlé Japon, puis d'un coup, tout s'est figé. Donc, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que là, tu m'entends? Ouais, c'est bon, vas-y. Donc, tu pars en octobre, accompagner un groupe pendant 14 jours. Waouh. Eh, je t'entends plus. J'ai pas de son. En fait, on m'avait pas dit que les esprits, ils allaient s'inviter avec nous. Est-ce que tu m'entends là? Oui, c'est bon. Bon, c'est mon micro, il a, je pense. En fait, c'est ça, quand tu mets de belles âmes ensemble, ça crée des... C'est Bon, ça. on reprend. Donc, je reprends. Donc, tu vas accompagner un groupe pendant 14 jours. Et c'est ça qui est génial, tu vois, d'être conscient de ça, parce que c'est vrai, quand on parle de loi d'attraction, souvent les gens pensent que c'est un peu à la mode, etc. Je vous assure, je te rejoins tout à fait. Moi, j'ai mon tableau sous les yeux, là, et j'ai expérimenté ça il y a plus de 10 ans. Et on ne sait pas de où ça vient, mais en tout cas, tout ce que j'avais mis dessus, c'est des trucs incroyables. Enfin, franchement, pensez-y, faites-le si vous avez l'occasion de le faire, parce que franchement, ça peut changer la donne. Donc, mais merci beaucoup, Marie-Lise, pour ce super retour et j'ai hâte que tu m'en dises plus. En fait, ce que je te propose, c'est qu'on fera une autre version où tu viendras, si tu veux, parler de ce voyage, l'organisation, etc. En 2026, comme ça on pourra garder le lien. Je vais te laisser le mot de la fin si tu veux bien, je vois que l'heure tourne. Merci infiniment d'avoir partagé une partie de ton parcours, ton histoire avec moi et merci beaucoup de ta confiance. Moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine et je vais te laisser, voilà, comment tu as vécu l'interview et avec quoi tu repars et je te laisse le mot de la fin. Écoute, c'était toujours un plaisir de discuter avec toi. J'ai l'impression qu'on est très connectés toutes les deux. C'était un vrai plaisir de parler de ce qui m'anime. Tu m'as amené même à me poser des questions que je ne me pose pas toujours, donc merci pour ça. Et si je pouvais donner un dernier mot pour la fin, c'est croyez en vous. Faites ce premier petit pas. Vous ne savez pas où il vous mènera. Moi, il m'a mené beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce que j'avais imaginé. Donc, allez-y, n'ayez pas peur.